Bonjour Michel Aglietta. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris X Nanterre, conseiller au CEPI. Vous avez signé dans l'Économie mondiale 2020 le chapitre intitulé « Persistance des fragilités financières » où vous expliquez que désormais c'est le cycle financier qui dirige désormais l'économie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, le cycle financier, ça a été découvert justement après les années 90 à peu près, hein, mais surtout devenu très important après la crise de 2008. Ce travail a été fait surtout par la Banque des règlements internationaux. C'est l'idée que la finance, en quelque sorte, prend le pouvoir sur l'économie à travers une logique qu'on appelle le momentum, c'est-à-dire une dynamique dans laquelle l'endettement nourrit la hausse des prix des actifs, qui renforce l'endettement, etc. Donc c'est un processus qui a la caractéristique d'être cumulatif. Il n'est pas lié à un point d'équilibre et une force de rappel. D'où le danger, c'est qu'à un moment donné, il va se retourner, mais il va se retourner sous forme d'une crise. Et lorsque, pendant sa phase d'expansion, il accumule des difficultés pour ceux qui rentrent dedans. Alors, c'est essentiellement des ménages quand c'est un cycle dont l'actif est l'immobilier, ou la finance, les entreprises lorsqu'il s'agit d'actions. Dans le cas de la crise de 2008, ça avait été évidemment l'immobilier, et ça a entraîné une crise générale. Pourquoi ça peut entraîner une crise générale ? C'est parce que au fur et à mesure où l'on s'endette pour des hausses d'actifs, on utilise l'actif que nous avons déjà acheté comme collatéral de nouvelles dettes. Donc on dépend pour de la structure de bilan se déforme, et elle se déforme de telle manière que c'est finalement le collatéral qui devient la base même suivant laquelle le bilan reste, si vous voulez, robuste. Or, bien entendu, si le prix d'actifs monte d'une manière aberrante, ce qui est le cas d'une spéculation de bulle, à ce moment-là, il va se retourner. Et donc, lorsqu'il se retourne, les dettes restent là. Et donc, vous avez des fragilités qui, dans le bilan, peuvent devenir violentes, des vulnérabilités violentes, qui sont qu'une dette, il va falloir la rembourser, alors que vous n'avez plus de l'autre côté les actifs pour ça, si vous voulez. Hein. En conséquence, il y a un processus de désendettement qui doit se manifester. Il peut ne pas aboutir et vont tomber en faillite. Alors, d'autant plus que, puisqu'on s'est endetté, normalement, lorsque ce produit, et c'est ce qui s'est passé en 2008 très violemment, et ce qu'on craint aujourd'hui de se reproduire, lorsque la valeur des actifs baisse, aujourd'hui elle n'a pas encore baissé, mais lorsqu'elle va baisser, à ce moment-là, la prime de risque de la dette augmente. Ouais. Et donc, vous avez un coût de l'endettement par rapport au profit que vous faites qui devient très élevé, plus élevé qu'il ne l'était. Et ceci peut entraîne évidemment, si ça se diffuse, s'il y a beaucoup d'entreprises dans le même sens, ou beaucoup de ménages quand c'est l'immobilier, à ce moment-là, ça fait retour sur le prêteur, sur les banques, et donc vous avez la possibilité d'avoir une situation financière qui tente à se figer complètement. C'est le cas limite, celui de 2008, mais en tout cas, ceci crée une période où l'économie réelle ne peut plus investir, où ceux qui ont de l'épargne cherchent à la mettre en épargne de précaution. C'est pour ça que ça fait baisser beaucoup les taux d'intérêt aujourd'hui. Et le résultat, c'est une croissance faible qui peut durer suffisamment parce que l'endettement est long à se résorber. Et la conséquence, c'est ce qu'on appelle stagnation séculaire. Mais qui peut durer, cette stagnation, jusqu'à ce que ça craque, et à ce que vous voyez ces fragilités financières se matérialiser en 2020, justement ? Alors, les fragilités qu'il y a aujourd'hui n'ont pas atteint ce niveau-là lorsqu'on regarde les cycles. Mais comment elles se matérialisent et comment elles sont observables. Et le Fonds monétaire a fait une synthèse assez récente là-dessus, intéressante. L'endettement, il y a un type d'endettement très élevé aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle les leverage loans, qui sont en fait des prêts notés spéculatifs. Ils ne sont plus du tout dans investment grade. En conséquence, ils sont déjà considérés comme dangereux. Ils sont lourds, 1300 milliards de dollars, et ils sont titrisés.
Ils sont titrisés et ceux qui les utilisent, c'est du shadow banking. Ce sont essentiellement du private equity. Et du private equity pour faire quoi? Pour faire monter le prix des actions. Hein. C'est-à-dire qu'ils achètent les entreprises, ils font pression le plus possible évidemment sur le coût salarial, sur le coût d'exploitation, revendent, espère en tirer le goodwill, un autre private equity prend le relais, etc. Donc là, on a un processus dangereux sur ces dettes. D'ailleurs, Yellen avait dit faut faire vraiment attention à ça. L'autre élément important, c'est l'Europe. Vous pouvez retrouver un cercle vicieux qu'on a appelé la doom loop, là, entre des problèmes disons, de dette publique italienne, mettons cette fois, et puis bancaire. Puisque les banques détiennent une grande partie des dettes publiques. Maintenant, c'est plus au niveau national. C'est-à-dire que la contagion est moins qu'avant 2008 parce que les banques sont restées à leur niveau national. C'est-à-dire qu'elles sont extrêmement méfiantes d'acheter la dette publique des autres pays. Voisins. Mais néanmoins, vous voyez que ça peut faire remonter les taux d'intérêt violemment. Voilà. Ça, c'est le cas. La vulnérabilité des pays émergents. Alors, vous avez les pays émergents qui, après 2008, se sont beaucoup endettés en dollars. Et par conséquent, et qui ont une balance des paiements fragile, ce qui veut dire que les ressources en dollars pour pouvoir rembourser la dette, c'est pas évident. La crise chilienne, la crise argentine est déjà là-dessus. Hein. Donc on a la vulnérabilité non négligeable. Et puis enfin, le danger de tout ça, c'est quoi qui pourrait faire une crise? C'est qu'à un moment donné, soit par les États-Unis, par exemple, Trump veut absolument être élu. Donc, il va refaire, si vous voulez, une politique fiscale de baisse des impôts par rapport à une augmentation des dépenses publiques. En déficit, en conséquence, ceci peut entraîner quelque chose d'inquiétant parce qu'à un moment donné, une hausse des taux d'intérêt, la Fed ne pourrait plus la compenser. Et on aurait une situation très bizarre par rapport à une situation conjoncturelle normale. Dans une situation conjoncturelle normale, quand vous arrivez au sommet du cycle, vous avez une baisse des prix d'actions, mais la Banque centrale baisse ses taux et ça fait augmenter la valeur des obligations. Et là, on risquerait d'avoir une situation dans laquelle les prix des obligations et des actions baissent en même temps. Et en conséquence, une situation qui aurait des effets d'impact importants et sur le dollar et sur l'économie réelle. Alors donc on voit finalement énormément de fragilités qui sont quand même présentes et les banques centrales dont les instruments finalement sont moins efficaces, sauf les instruments non conventionnels qui pourraient donc reprendre du service, par exemple pour absorber tous ces prêts, ces 1300 milliards de prêts. Oui, mais il faudrait, si vous voulez, disons, refaire du QE, refaire du quantitative easing, mais le problème qui se posera, étant donné que la dette américaine est de telle manière que si on regarde, ça c'est un travail qui a été fait récemment par l'OCDE, le paiement annuel que doit faire l'État fédéral, qui doit sortir pour toute ce qu'il fait de protection sociale, différentes sortes de dépenses liées aux militaires, etc. Toutes les dépenses qu'il fait sont supérieures aux recettes qu'il reçoit actuellement, de 12%. Normalement, ça reste un peu en dessous. Donc là, il y a un danger qui vient où? Danger que les taux d'intérêt finissent par monter quand même. Parce que les banques centrales sont en effet à la limite. Mais surtout, le point important derrière ça, c'est que pour que les taux d'intérêt ne montent pas dans la situation de la dette publique américaine, il faut que les non-résidents continuent à acheter de la dette. Donc, si les non-résidents renoncent à acheter de la dette, et il y a des choses dans ce sens, à ce moment-là, ça peut devenir inquiétant, parce qu'à ce moment-là, le taux d'intérêt monterait, quel que soit ce que peut faire la Fed. Ce qui annihilerait. Et donc aurait des effets, des risques dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui se manifesteraient effectivement. Donc la Banque centrale, à la fois par le niveau actuel des taux, et par le fait qu'il y a un danger de fuite en avant de la politique budgétaire l'année prochaine, peut se trouver dans une situation très difficile.
Donc on est face à un cocktail dangereux qu'il faudra surveiller. Pour en savoir plus, je renvoie donc à cet ouvrage et à votre chapitre L'économie mondiale 2020, persistance des fragilités financières. Merci beaucoup Michel Aguileta. Merci bien.